On va débuter tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, là, sachez que le webinaire est enregistré. Donc, si après la diffusion du webinaire, vous en avez envie ou que vous souhaitez là, le partager à d'autres personnes, ce sera possible de le réécouter sur notre chaîne YouTube. Donc, Guylaine et moi, ainsi que Marie-Joëlle, sommes très heureuses d'être avec vous ce midi pour discuter, jaser des différentes dimensions de la gestion multigénérationnelle. Donc, avant toute chose, on va commencer par se présenter. Probablement que certains d'entre vous là, me connaissent. Mon nom, c'est Daphné. Je suis consultante en ressources humaines chez Via Conseil depuis bientôt 4 ans. Je suis là, je pense, à mon 5e ou 6e webinaire là, que j'anime. Donc, ça me fait plaisir là, d'être avec vous ce midi. Et je serai accompagnée de ma collègue Guylaine, que je vais laisser se présenter. Alors, bonjour tout le monde. Oui, je suis Guylaine, je suis aussi consultante en ressources humaines et je suis aussi médiatrice accréditée. Donc, pour les gens qui me connaissent un petit peu, avec qui j'ai déjà travaillé, je fais aussi du coaching de gestionnaire et je suis à Via Conseil depuis 2 ans. Et puis, moi, c'est juste mon 2e webinaire. Alors, c'est pour ça que c'est Daphné qui fait l'animation puis qui paye ce piton. Alors, voilà. Donc, j'espère qu'on fera passer un beau moment ce midi. Excellent. Et nous sommes aussi accompagnés de notre collègue Marie-Joëlle qui va nous apporter support là aujourd'hui, notamment avec la technologie. Et elle sera là pour répondre aux questions dans le chat. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire là, dans l'espace prévu à cet effet. Marie-Joëlle, si tu peux te présenter, là, je te laisse la parole. Bonjour, moi, c'est Marie-Joëlle Beaupré. Je travaille chez Via Conseil depuis un peu plus que 2 ans. Puis c'est ça, je vais venir assister Guylaine et Daphné là, pour les questions. Donc, vous pouvez soit utiliser l'option de lever la main, soit écrire dans le chat ou utiliser la fonction des questions là, du Q&A. Puis je vais dire à mes collègues que vous avez des questions. C'est bon webinaire. Oh, merci. Juste avant aussi là, de commencer là, dans le vif du sujet, certaines personnes là, le demandent là, à chaque webinaire. Oui, le contenu de la présentation d'aujourd'hui vous sera transmis là, par courriel une fois que le webinaire sera terminé. Peut-être pas tout de suite après, mais du moins là, dans les prochains jours, il y aura un envoi là, qui sera fait avec le contenu du webinaire. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on avait envie de vous présenter là, certains éléments de la gestion multigénérationnelle et de vous entendre aussi par rapport aux différents éléments qu'on va vous présenter. Donc, on a commencé par se présenter. Par la suite, on va faire une petite mise en contexte. On va regarder ensemble c'est quoi la gestion multigénérationnelle. Par la suite, on va parler des principaux défis, des avantages de ces défis-là ainsi que les solutions. On va à la fin là, aussi prendre un moment pour vous présenter certains trucs pour que vous puissiez améliorer là, la gestion multigénérationnelle au sein des organisations. Et à la fin, il y aura une période de questions, mais sachez là, que si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez surtout pas à les indiquer là, dans le chat. Ça va nous faire plaisir d'y répondre au fur et à mesure. Donc, petite mise en contexte. Premier défi techno du jour. Donc, petite mise en contexte. Bon, vous le savez, présentement, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. On observe un déséquilibre sur le marché du travail. Le nombre de postes vacants a triplé au Québec depuis 2016. Donc, c'est quand même là, un enjeu qui est très, très là, important là, au sein des organisations. Depuis 2021 aussi, on a aperçu un nouveau phénomène qu'on nomme la grande démission. Donc, au Canada, il y a près d'1 employé sur 2 qui est prêt à changer d'emploi. Donc, les gens là, sont à la recherche de nouveaux défis et tout ça. Donc, avec la pénurie de main-d'œuvre actuelle, ça amène là, différents défis. Et en 2022, on a remarqué aussi un autre phénomène qui est la démission silencieuse. Donc, qu'est-ce que c'est la démission silencieuse? En fait, ce sont les employés qui remettent en question là, un peu la place du travail dans leur vie. Et il y a un courant là, qui s'est installé peu à peu où est-ce que ces personnes-là font volontairement le strict minimum au sein de l'organisation. Donc, ils vont perdre un peu là, en efficacité, en productivité, tout ça, au niveau de l'engagement aussi. Donc, c'est pour ça qu'on nomme ce défi-là la démission silencieuse. Je laisse Guylaine là, pour la suite de la mise en place.
Oui, merci, Daph. En parallèle des enjeux nommés par Daphné, ben, le quotidien des organisations change. Puis la mixité des générations impose des ajustements de fond dans la manière de diriger les organisations. Donc, vous n'êtes sûrement pas surpris de voir qu'il faut ajuster notre style de leadership en fonction des gens qu'on accompagne. Quand je fais de l'accompagnement de gestionnaire, on fait justement ce travail d'abord évaluer la maturité professionnelle de l'organisation et des individus, mais aussi d'ajuster finalement le style de leadership qui va répondre à cette maturité professionnelle. Ensuite, bien sûr, les valeurs et les attentes ne sont pas les mêmes face au travail. Donc, mon père, qui par exemple a pris sa retraite il y a 20 ans, parle encore de son travail avec passion. Donc, pour lui, il s'est identifié à cette organisation-là. C'est là où il s'est construit comme homme, mais aussi comme professionnel. Ben, c'est sûr que c'est plus la même réalité avec la nouvelle génération qui rentre au travail. C'est assez exceptionnel d'avoir des gens qui sont même, je dirais, 10, 15, 20 ans en emploi, plus que 10 ans, c'est déjà exceptionnel. Donc, il faut, je pense, s'ajuster à cette nouvelle réalité-là, puis être en mesure de répondre aux attentes, puis d'accompagner les gens finalement vers cette quête de la valeur du travail. Et finalement, ben, le cycle des carrières est plus linéaire. Et ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Les plus jeunes qui sont sur le marché, puis là, je ne m'inclus pas là-dedans, les plus jeunes qui sont sur le marché du travail, en fait, ils arrivent avec déjà un bagage de connaissances. Ils font l'expérience du travail pour lequel ils ont fait leurs études. Puis là, ils déterminent s'ils aiment ça ou ils n'aiment pas ça. Et puis là, s'ils n'aiment pas ça, ben, ils retournent à l'école, puis ils réapprennent autre chose, puis ils réintègrent le marché du travail. Donc, il y a quelque chose d'un peu décalé où ils arrivent aussi à l'occasion. Puis ça, là-dedans, je me positionne un peu plus facilement. C'est qu'on n'est plus pendant 30 ans dans le même environnement de travail où c'est vraiment exceptionnel. Alors là, ben, il faut se réorganiser parce qu'on a l'impression d'avoir fait le tour du jardin. Donc, on a ce besoin, même à une génération peut-être un peu plus vieille ou ceux qui sont plutôt plutôt vers la fin de leur carrière qu'en début de carrière, ben, de devoir toujours s'ajuster à ça. Puis, ben, pour les organisations, ça peut être un grand défi. Merci, Guylaine. Ben dans le fond, on voulait poursuivre le webinaire en parlant un peu de c'est quoi la gestion multigénérationnelle. Mais avant de vous présenter là, nos définitions, on souhaitait voir là, selon vous, c'était quoi votre définition de la gestion multigénérationnelle? Donc, si ça vous tente, là, vous pouvez nous indiquer là, votre petite définition dans le chat. C'est volontaire. Là. Si ça ne vous tente pas, c'est correct, mais on aime toujours ça, là, avoir votre opinion, vos idées, tout ça. As-tu du monde qui répond, Marie-Josée? Pas pour le moment. Je laisse encore une petite minute là, d'un coup qu'on a une grande définition qui s'en vient. Sinon... On a flexibilité dans la gestion. Tout à fait. La gestion des différentes générations avec leurs besoins respectifs dans une équipe. Mm-hmm. Excellent. Je vais laisser Guylaine présenter là, notre petite définition de la gestion multigénérationnelle. En fait, ce n'est pas ma définition, hein, c'est une définition que j'ai trouvée dans les écrits. Alors, en fait, la gestion multigénérationnelle, c'est l'art de faire collaborer toutes les générations ensemble. Dans le fond, les grands thèmes qu'il faut retenir, là, c'est un peu comme vous le disiez, l'ensemble des pratiques de gestion qui vont tenir compte de la conception différente de la réalité du travail, fondée à la fois des fois sur l'empreinte historique, donc comment ça se faisait avant, mais aussi sur des règles institutionnelles qui sont distinctes dans les relations de travail, par exemple le style de travail, les valeurs, les attentes et les préférences, etc. Puis, à ma grande surprise, quand j'ai préparé ce webinaire, ben, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps à Tabarouette qu'on en parle. Depuis 1964, on trouve dans les écrits de Kant que ben, déjà, on voit des tensions. Fait que c'est pas quelque chose de nouveau. Là. Ça fait depuis toujours, on le vit. Je pense que là où il y a une différence, c'est justement dans toute
toute la valeur du travail qui a changé. Donc, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau. Puis, effectivement, lui, déjà en 1964, il mentionnait les tensions que ça peut créer dans l'ambiguïté des rôles et la conception des conflits. Donc, voilà. Super, merci. Puis, dans le fond, avant de poursuivre là, avec les défis, les trucs pour améliorer la gestion multigénérationnelle et tout ça, on trouvait important de faire le portrait des différentes générations. Donc, un portrait peut-être un peu plus à haut niveau que je vous présente présentement. Puis, par la suite, là, on ira décliner vraiment là, le profil de chaque génération en lien avec leur relation avec le travail. Donc, ici, on vous présente là, les 4 générations là, qui sont encore actuellement actives là, au niveau du travail. Et on a mis différents éléments qui les caractérisaient. Donc, dans le fond, on a les baby boomers, la génération X, génération Y, génération Z. Au niveau des dates, là, il y a toutes sortes là, d'écrits, d'études et tout. Donc, si on regarde un site versus une autre étude et tout ça, là, les dates peuvent changer, mais grosso modo, ça ressemble à ça. Dans le fond, on constate là, que les différentes générations vont avoir un rapport au travail, des aspirations, tout ça, qui sont différentes en lien avec le contexte sociopolitique dans lequel ces générations-là ont vécu. Donc, au niveau des aspirations là, professionnelles des baby boomers, on remarque que c'était surtout lié avec la sécurité de l'emploi, alors que la génération X était plutôt en lien avec l'équilibre vie privée et professionnelle, parce que, je veux pas, ces générations-là, dans le fond, c'est une des premières générations là, où est-ce que les femmes ont commencé là, de plus en plus à aller sur le marché du travail et tout ça. Donc, c'est important là, d'avoir cet équilibre-là. Au niveau de la génération Y, ben, c'est tout ce qui concerne la liberté, la flexibilité. Et au niveau de la génération Z, on parle beaucoup là, de souplesse et de défis. Par rapport au rapport en lien avec le travail, bien, c'est sûr, les baby boomers avaient surtout un rapport d'utilité en lien avec le travail. Donc, c'était surtout d'aller au travail, effectuer des tâches, recevoir une rémunération pour le travail et tout ça. Génération X, on parlait plutôt de rapport de productivité. Plus on avance dans les générations, plus on arrive avec un rapport, au niveau de la génération Y, c'est plutôt un rapport d'engagement. Donc, les gens de cette génération-là cherchent principalement à être des personnes engagées en lien avec le travail. Et la génération Z, bien, ce qu'ils recherchent le plus, là, puis c'est probablement ce que vous voyez là, à travers vous, c'est une expérience employée. Donc, aujourd'hui, là, on est vraiment là-dedans. Au niveau, leur attitude vis-à-vis des technologies, les baby boomers, on parle plutôt d'une attitude d'adaptation. La génération X, ce sont des migrants numériques. La génération Y sont nés avec l'arrivée du numérique et la génération Z sont complètement dépendants là, des outils technologiques. Et finalement, préférence de communication, c'est pas une cachette, les baby boomers vont préférer là, communiquer en personne, voir la personne et tout ça. Génération X, on parle plutôt de email, de texto, génération Y, de texto, réseaux sociaux. Et génération Z, c'est tout l'avènement du FaceTime, le Zoom, les réseaux sociaux, tout ça. On ne parle pas nécessairement de la prochaine génération qui se nomme la génération alpha, parce que, pour le moment, là, cette génération-là n'est pas encore là, sur le marché du travail. Donc, j'imagine que dans quelques années, là, nous pourrons en parler plus en détail. Donc, je voudrais juste rajouter un petit truc à ta présentation. C'est que, en fait, dans les symboles représentant chacune des générations, je pense que c'est clair, la télé, la disquette, le cellulaire. La dernière paire, ce n'est pas des lunettes de soleil pour aller sur la plage. Oui. Brisons tout de suite tous les stéréotypes qu'on pourrait avoir de cette génération-là. C'est plutôt des lunettes de réalité virtuelle. Puis l'autre truc aussi que je voudrais juste dire, parce que quand on a préparé ça, vous voyez, Daphné, moi et Marie-Joëlle, on n'est pas de la même génération, je trouve que c'est très campé. Donc, vous allez voir notre présentation. Oui, on fait des grands regroupements, là, mais moi, j'en connais des jeunes qui préfèrent en personne que le réseau social. Donc, je pense qu'il faut juste se rappeler ça quand même. Nous autres, on a fait des grands traits là, avec chacune des générations, mais il ne faut pas camper ça là-dedans de manière trop rigide. Non, c'est ça, exactement. Il y en a des gens de ma génération qui cherchent la sécurité d'emploi, puis il faut en prendre et en laisser, tout à fait. Merci, Guylaine, pour cette intervention.
Je te laisse poursuivre avec les profils. En fait, c'est ça. Ce qu'on a voulu faire, Daphné et moi, c'est peut-être vous taper un peu, vous tracer un peu le profil de chacun des grands stéréotypes de génération. Fait que là, on a pris Robert, qui a 35 ans de service, donc il va prendre sa retraite bientôt. Et j'y souhaite en tout cas. Et en fait, lui, tu sais, son profil, c'est qu'il veut être performant au travail. Donc, il veut être un marqueur pour son organisation. Il voit son rôle comme un privilège, un devoir, un honneur, bien avant le plaisir. Donc, tu sais, moi, je me rappelle là, d'avoir entendu mon frère de cette génération-là. Tu sais, il faut que ça fasse mal pour mériter ma paye, tu sais. C'est un peu ça. Ensuite, c'est une génération collaborative qui s'exerce de façon moins naturelle. Tu sais, ils ont l'habitude, généralement, cette vignette-là, ils ont l'habitude plutôt des structures pyramidales. Donc, quand on leur demande leur opinion, ils ont l'habitude de se faire dire quoi faire, quand le faire, pourquoi le faire, comment le faire. Puis, le pouvoir décisionnel, il n'est pas nécessairement dans l'entreprise, il se réalise autrement à la maison, dans leurs activités sociales, mais s'ils ne l'ont pas au travail, ben, c'est quelque chose de normal pour eux, c'est normalisé. Ensuite, ils sont très bien outillés professionnellement parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience de vie, mais aussi beaucoup d'expérience de travail. Donc, c'est souvent des gens qui peuvent devenir des piliers en termes de compétences, de connaissances de leur organisation. En fait, tu l'as dit tantôt, Daphné, ce qu'ils souhaitent, c'est la stabilité d'emploi. Puis, ça va jusqu'à devenir presque leur identité. Tu sais, quand ils prennent leur retraite, justement, ils doivent se redéfinir parce que, ben, c'est ça, toute leur vie, ils ont été l'employé d'eux ou ils ont occupé le poste d'eux. Et ils recherchent la reconnaissance de leur expérience. Ensuite, la génération X, la génération dont je suis, en fait, là, déjà, nous, on arrive dans une génération qui est différente, qui arrive 20 ans de service, c'est à peu près là où je me trouve. Tu sais, moi, je dis régulièrement, des 32 dernières années, j'ai été pendant 25 ans DG d'OBNL, j'ai été 5 ans DG d'entreprise privée, et puis depuis 2 ans, je suis à Via Conseil. Donc, vous voyez, tu sais, je suis vraiment là-dedans. Mon profil, ben, je pense que j'ai une capacité de résolution de problèmes parce que justement, j'ai différentes expériences de travail qui me permettent des fois de faire des liens. Le travail, pour moi, c'est un moyen de gagner de l'argent. Ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que oui, je veux m'enrichir, mais ce n'est pas mon identité propre. Et je suis extrêmement curieuse. Les filles peuvent en confirmer. J'ai des collègues de travail. En fait, je suis la plus vieille à Via Conseil. J'ai des collègues de travail qui sont plus jeunes que moi. Puis, de temps en temps, je suis encore capable de les surprendre. Ça me fait bien plaisir. Mais je suis toujours très curieuse d'aller savoir, vous, comment vous le voyez, Donc, j'ai cette curiosité-là. Puis je ne pense pas que c'est propre à ma personnalité. Je pense que les gens qui sont autour de moi, on ressemble assez à ça. Et mes aspirations, bien sûr, je veux un équilibre vie privée et travail. Et pour moi, c'est important que vie privée se soit dissociée de famille. Tu sais, avant, on entendait famille-travail. Moi, je veux ma vie privée dissociée de mon travail. Puis, à la limite, même, je veux ma vie privée dissociée de ma famille. Donc, je ne suis pas qu'une mère de famille. Ensuite, oui, bien sûr, j'ai un esprit d'entreprise marqué. Pour moi, c'est hyper important de garder mon indépendance et ma liberté de parole, d'action. Puis, j'ai besoin qu'il y ait une reconnaissance de ma contribution. Pas différemment, par exemple, de mon frère, pas nécessairement de mon expérience, mais de ma contribution, de sentir que je fais une différence dans mon organisation. Daphné, je te laisse présenter tes vignettes. Oui, bien sûr. Donc, moi, je vais vous présenter là, le profil de la génération Y, de ma génération. En fait, on vous présentait le profil d'Alexandre qui a 12 ans de service au sein, 12 ans d'expérience de travail. En termes de profil, il se qualifie comme étant un as de la technologie et de l'Internet. Bon, comme Guylaine disait tantôt, c'est pas toutes les générations qui abondent là-dedans parce que moi, bon, je me considère pas comme étant une as de la technologie. C'est une personne qui est très scolarisée, qui a une vision optimiste de l'avenir, il a une grande tolérance à la mixité culturelle et il a une grande capacité au zapping. Donc, il est capable là, de passer là, d'un emploi à l'autre, de s'adapter quand même assez rapidement à toute situation.
Au niveau de ses aspirations, ben, c'est sûr, il recherche l'indépendance. Il recherche aussi beaucoup d'autonomie au niveau de son travail. C'est important pour cette personne-là d'effectuer ses tâches sans nécessairement avoir quelqu'un en arrière de lui pour lui dire quoi faire et tout ça. Il veut être en contrôle là, de son travail. Sinon, il y a une grande... c'est très important pour lui l'équité et la solidarité collective, la reconnaissance aussi de sa contribution au travail, ainsi que il y a la volonté là, de vouloir participer à la transformation puis à l'innovation aussi là, du travail. Sinon, ben, au niveau de la dernière génération là, qu'on vous parle aujourd'hui, la génération Z, donc ici, on avait envie de vous présenter Virginie, qui a 3 ans d'ancienneté au sein de son organisation. Donc, elle se qualifie comme étant une Zoomer, là, donc vraiment là, à l'affût là, de toutes les plateformes là, de visioconférence et tout ça. Pardon, elle est... c'est une personne qui est utopiste et peu docile. Elle se projette à très court terme. Elle carbure aux défis. Donc, elle a envie là, de challenge et ce constamment. Sinon, elle a envie d'avoir un rythme de vie un peu plus souple. Hein. On l'a vu là, aussi là, beaucoup là, avec ce qui s'est passé avec la pandémie et tout ça. Là, ça nous a ramené là, vers d'essayer là, d'avoir une vie là, un peu plus calme. Elle souhaite aussi travailler là, dans un environnement où la gestion est très horizontale, donc beaucoup plus axée dans la collaboration. Elle a un besoin là, d'avoir des objectifs clairs et ne souhaite pas nécessairement avoir beaucoup d'encadrement. Donc, elle souhaite là, être libre là, de faire ce qu'elle souhaite dans les temps qu'elle le veut. Et finalement, elle souhaite avoir un cadre de vie qui est séduisant et pas juste un salaire. Hein, souvent, on va beaucoup parler de rémunération, à quel point le salaire là, est très important pour ces générations-là, mais au final, là, c'est tout l'ensemble là, qui devient important. Là, donc, voilà. Daphné, j'ai un exemple à ce sujet-là que je ne t'ai même pas dit avant qu'on soit en ligne, mais je suis en train de travailler un diagnostic, puis ce qui ressort, tu vois, quand on dit un environnement séduisant, tu vois, quand on a demandé aux employés qu'est-ce que vous appréciez le plus de ce que l'organisation vous propose, ils nous ont écrit le chalet 2 fois par année. C'est comme... Fait qu'on est loin du salaire, on est loin du fonds de pension, de l'assurance collective. Il y a quelque chose de l'environnement général de travail là, qui est important pour eux. Excellent. Oui, c'est un super bon exemple. Donc, on avait, avant que Guilhem là, poursuive avec les défis, on avait une question pour vous. On voulait savoir, vous, c'est quoi les défis de la gestion multigénérationnelle que vous voyez au quotidien dans vos organisations? En avez-vous vu des défis reliés à cette gestion multigénérationnelle-là? Vous pouvez nous les écrire là, dans le chat. Il y a Myriam qui dit « Mon équipe préfère travailler 4 jours par semaine plutôt que 5. » En effet. C'est une gestion peut-être traditionnelle, alors que l'équipe de travail rajeunit. C'est difficile de s'ajuster parfois. On a aussi la capacité technologique. Il y a peut-être la capacité puis comment dire, pas juste la capacité, l'habileté technologique. C'est comme, ça tourne, des fois, ça va trop vite pour qu'on ait le temps de s'ajuster et de s'adapter. Mais aussi, les jeunes parlent plus ouvertement de leur salaire. Oups, ça bouge. Ouais. Je l'ai manqué. On le voit souvent lors des rencontres d'évaluation annuelles, la comparaison entre eux versus ce qu'ils reçoivent. Offrir des conditions qui conviennent au plus grand nombre d'employés, on ne peut pas plaire à tous. Essayer de s'adapter à tous les besoins différents de ces générations.
Une discussion récente sur les pronoms genrés ou non qui a créé plusieurs dissensions. La nécessité d'adapter constamment le style de gestion et d'encadrement selon l'âge et la maturité professionnelle des employés. Oui, tous de très bons défis. On va en parler aussi, là, pour certains, là, on va pouvoir en parler. On va nommer aussi quelques pistes de solutions. Là. Donc, peut-être que ça va vous ouvrir certaines pistes de réflexion. J'ai aussi un autre qui vient d'apparaître, la demande de titre de poste non genré. Oui, tout l'écriture épicène, les pronoms non genrés, tout ça, c'était vraiment un défi qu'on voit là, de plus en plus. Un défi. Dans le fond, il faut juste s'adapter là, à cette nouvelle façon de faire là. Même nous, on essaye là, de s'adapter, puis on essaye d'aller du mieux qu'on peut. Donc, je vais passer la parole à Guylaine pour le défi numéro 1, les perspectives différentes. Oui, en effet, les différentes générations ont des perspectives différentes sur le travail. On en a déjà parlé, la vie et le monde en général. Donc, ils voient pas juste pour la vie au travail, mais comme vraiment tout le monde en général. Donc, les organisations doivent tenir compte de ces différences pour créer un environnement de travail qui convient à toutes les générations. Puis, c'est sûr que là, j'ai caricaturé, on l'a dit tantôt, là, j'ai essayé de juxtaposer des propositions du marché de l'emploi versus de la réalité. D'abord parce que ça m'a permis de réfléchir moi-même, là, mais je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des fois une absence de cohérence. Donc, ces incohérences-là s'expliquent, là, j'en suis. On en parle régulièrement dans mes coachings, mais en même temps, comment je peux faire pour les adoucir? Donc, tu sais, quand on regarde, par exemple, la réalité des besoins des organisations. Bon, les organisations, généralement, ont plus besoin d'employés plus fidèles et loyaux. Ils ont besoin aussi de valoriser, ils valorisent les procédures de gestion équitable. Donc, c'est ce qu'ils mettent de l'avant. Oui, Marie-Joëlle? Tu peux continuer. On est juste dire qu'il y a une question après ça dans le chat à répondre, OK, mais parfait. tu peux continuer. Excellent, merci. Ensuite de ça, ils ont aussi cette volonté d'abolir les barrières de statut. En tout cas, s'ils n'ont pas la volonté de l'abolir officiellement, ils le disent. Puis, les organisations vantent l'importance du développement des compétences. Mais parallèlement à ça, dans les faits, ce qu'on constate, c'est que pendant que les organisations disent qu'ils veulent des employés plus fidèles et plus loyaux, il y a de plus en plus de travail atypique, il y a recours de plus en plus fréquent à la sous-traitance, il y a de moins en moins de régimes de retraite à prestations déterminées. Quand ils disent valoriser des procédures de gestion équitable, parallèlement à ça, on entend dans les nouvelles et dans les journaux qu'il y a des écarts salariaux qui sont des fois un peu malaisants entre les employés et les dirigeants. Ils disent vouloir abolir les barrières de statut, mais en même temps, on entend cette grande préoccupation de répondre aux attentes des dirigeants au détriment des employés. Puis quand on parle de vanter l'importance du développement des compétences, il y a de moins en moins un grand nombre de programmes de formation. Ça s'explique parce que, tu sais, dans le fond, tu t'investis sur un jeune, puis finalement, après 1 an, il va être parti, puis c'est comme une roue qui tourne en permanence. Fait que je comprends là, que cette absence de cohérence peut être un mobile de désengagement pour les jeunes, pour les employés. Puis d'autant plus que les générations qui sont plus jeunes que la mienne, par exemple, les 2 générations, celle de Daphné et celle de Marie-Joëlle, par exemple, ils ont tellement besoin d'avoir un sens à donner à leur travail. Donc, je pense qu'il est important pour les organisations, puis là, excusez l'expression, mais que vos bottines suivent votre babine, parce qu'effectivement, c'est là où il y a un problème. C'est qu'on dit quelque chose, mais on ne le fait pas. Puis, les générations plus vieilles, on laisse passer. Les plus jeunes, c'est sûr qu'ils vont ils vont vous remettre devant ce constat-là. Donc, comment on fait pour... c'est quoi les avantages quand même? Parce qu'il y a des avantages à ça, tu sais. Et là, il y avait... Attendez, il faut que je ressorte son nom. Mathieu Guénette, qui, dans son livre, à la fin du webinaire, là, vous allez avoir les références. Donc, Guénette, M. Guénette, ce qu'il dit, c'est que, tu sais, dans un monde idéal, il faut que les gens puissent avoir les 3 A. Donc, l'autonomie, l'accomplissement et l'affiliation. Ça, c'est peu importe la génération. Donc, par exemple, si on prend l'autonomie, elle est souhaitable pour la créativité, la dynamique organisationnelle, en plus de favoriser le sentiment de contribution. Donc,
pour le gestionnaire, bien sûr que ça demande de l'ouverture à l'erreur parce qu'effectivement, les générations les plus jeunes, pour eux, c'est normal de faire des erreurs, alors que pour les générations plus vieilles, c'est presque de l'autoflagellation quand on fait une erreur. Aussi une ouverture à ces nouvelles manières de faire. Pour ce qui est de l'accomplissement, en fait, là, déjà, ça représente être dans l'action. Donc, autant ma génération que celle après moi, on a besoin d'avoir un impact sur l'organisation. Donc, elle favorise le partage de la responsabilité pour le gestionnaire qui souvent se dit débordé. Ça diminue aussi la charge mentale du gestionnaire, mais bien sûr, il faut avoir confiance en son équipe. Puis finalement, l'affiliation, c'est le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, c'est toute la partie de donner du sens au travail que tu vas faire. Comment je vais faire ça? Bien là, au niveau de l'autonomie, c'est d'apprendre à faire confiance et à normaliser l'échec dans le processus d'apprentissage. Donc, parfois, on est sévère. La période de 3 mois de probation, tu sais, on la veut puis on y tient. Puis là, tout le monde se tient à carreau. Puis quand 3 mois est passé, il y a des fois qu'on est un peu sévère avec les employés qui vont continuer d'être dans un processus d'apprentissage. Pour ce qui est de l'accomplissement, c'est partager le pouvoir de la réussite. Puis là, j'ai mis de la réussite parce que je suis optimiste dans la vie, mais aussi le pouvoir de l'échec, de réessayer les choses autrement. Donc, de partager cette responsabilité-là. Et finalement, tout ce qui est l'affiliation, mettre en place un milieu inspirant et confortable pour vos employés. Puis là, j'écris vos employés, mais en même temps, vous aussi, vous allez en tirer profit. Donc, tout le monde en tire profit de ça. Puis, peut-être que si on était moins à vouloir faire pour l'autre, mais faire pour soi, parce qu'au bout du compte, on va en tirer profit aussi, je pense que ça pourrait être aussi une belle manière de tirer avantage de ces obligations d'adaptation. Est-ce qu'on pourrait répondre à la petite question? Je pense que ce serait le bon moment suite à ce que tu dis. Donc, on a la question, le chat dit comment faire face à des différentes approches. On a apprendre à la dure, par les remontrances, etc. Les anciennes générations versus une approche plus collaborative. On va pouvoir en parler plus loin quand on va arriver dans les solutions. Vous allez voir, on vous a préparé une espèce de petit mode d'emploi en 6 solutions pour essayer justement de vous donner des leviers puis des outils. Je pense qu'on va pouvoir répondre à cette question-là, mais oui, c'est sûr qu'il y a aussi toute la culture derrière, la culture organisationnelle qui est à travailler. Daphné, tu voulais-tu ajouter quelque chose à ce sujet-là? Non, tu as tout dit. Puis, comme tu as mentionné, à la fin, on a 6 beaux conseils là, pour vous. Donc, je pense que ces conseils-là pourront certainement répondre à la question plus en profondeur. Parfait. Le deuxième défi, c'est que toutes les organisations que moi je connais, en tout cas, là, vous espérez avoir des équipes performantes. Puis, tu sais, comme les gestionnaires, les responsables de département travaillent à ça tous les jours de leur vie. Donc, mais en même temps, une équipe performante, ça passe par ses joueurs. Il y a 4 ingrédients primordiaux pour en créer une équipe performante. D'abord, le partage d'une vision clairement émise et commune. 2, élaborer une structure fonctionnelle et transparente. Le 3e, offrir une sécurité psychologique et finalement, valoriser l'imputabilité et la co-responsabilité. Donc, ça, c'est la recette d'une équipe performante. Maintenant, quand on regarde les avantages d'une équipe multigénérationnelle, au niveau de la vision commune, si on était capable de donner du sens aux actions par l'émergence des opinions et des points de vue pour faire ressortir une cible commune, toutes les générations en tiraient profit. Ensuite de ça, avoir une structure fonctionnelle et transparente, c'est de bien préciser les buts de l'organisation, les rôles, les plans d'action, de façon à ce que ce soit clair pour l'équipe, peu importe le rôle et l'âge qu'ils ont. Au niveau de la sécurité psychologique, c'est un sentiment qui permet la libre expression, en plus d'offrir la légitimité pour intervenir au bénéfice de l'ambition collective. Donc, encore là, pour les gens avec qui je travaille régulièrement, je parle de safe space. Donc, les gens sentent qu'ils ont cette liberté de parole sans jugement, dans l'ouverture. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas retenir tout ce qui va bien ou toutes les idées de tout le monde. Il va falloir trier là-dedans. Mais quand
quand c'est clairement dit, quand les cartes sont sur la table et que tout le monde a une voix au chapitre, généralement, c'est beaucoup plus facile de mobiliser les gens autour d'une même vision. Et finalement, que tous les employés sont responsables de leur action, de leur comportement, de la performance de l'organisation, des décisions, mais aussi de la réussite du projet. Donc, encore là, c'est important qu'il y ait cette place à faire rejaillir, ressurgir tout le bénéfice de chacun, autant quand c'est en termes de compétences, de connaissances ou d'impact dans l'organisation. Le petit mode d'emploi, maintenant, pour mettre ça en place, en fait, je vous l'ai déjà un peu dit, la première affaire, je vous dirais, clarifier la mission, la vision, les valeurs et les objectifs attendus. Plus ça va être précis, plus la cible va être connue, plus ça va être facile de mobiliser les gens vers pour prendre cette direction-là. Ensuite, s'organiser pour assurer l'efficacité ensemble par des manières de faire des procédures, des processus. Dans une autre génération qui me précède, souvent, c'est ça partait d'en haut, ça descendait. Donc, on le voit encore un peu. Actuellement, là, il y a beaucoup de discussions autour, par exemple, du réseau public de santé où le ministre a une bonne idée, il descend ça aux médecins, mais là, les médecins ils ont bien d'en parler aux infirmières. J'ai entendu ça hier aux nouvelles. C'est très d'actualité. Donc, c'est hyper important que les gens soient autour de la table pour pouvoir mettre en place de manière cohérente des procédures et des processus. Ensuite, valoriser la coopération. Elle va permettre de s'adapter rapidement à une situation imprévue. Elle n'est pas nécessairement naturelle, puis ça prend du temps, je le sais, j'en suis consciente, mais en même temps, elle est essentielle pour nourrir la confiance entre les différents membres de l'équipe. Et finalement, le sentiment d'appartenance repose sur l'importance de notre rôle de notre entourage et dans notre communauté. Donc, il ne faut pas hésiter à partager le pouvoir décisionnel. Et là, c'est surtout à vous, les gestionnaires, que je parle. Favoriser la réflexion collective, etc. Vous en sortirez gagnant-gagnante, c'est certain, par leurs idées, mais aussi par leur implication après pour faire avancer les choses. À toi, Daphné, pour le prochain. Daphné, as-tu besoin de Marie-Joëlle? L'as de la technologie avait un peu de difficulté. Je retourne au partage. Donc, désolée pour ce petit problème technique. Dans le fond, le troisième défi avec lequel qu'on avait envie de vous partager, c'était le fait de générer l'engagement au quotidien dans nos organisations. Donc, dans le fond, juste pour faire un petit rappel de ce que c'est l'engagement. Dans le fond, l'engagement, c'est un sentiment positif d'un ou d'une employée envers son organisation et ses valeurs qui vont l'amener à fournir un effort additionnel, discrétionnaire, mais pour le bien de l'organisation. Puis là, à travers tout ça, j'aime toujours ça quand je parle d'engagement, de présenter certaines statistiques. En fait, dans les organisations, il y a moins de 20% des employés qui sont engagés. Les employés qui ne sont pas engagés vont perdre en moyenne 2 heures de productivité par jour. Sinon, il y a plus de 60% des employés qui sont désengagés dans leur organisation et plus de 20% des employés sont fortement désengagés dans leurs organisations. Faire la distinction entre un employé désengagé versus un employé fortement désengagé. L'employé qui est désengagé, ça va être possible par certains moyens, notamment peut-être certaines solutions qu'on va vous présenter tantôt, de le ramener vers les personnes engagées, alors que l'employé qui est fortement désengagé, souvent, il y a peu à faire avec cette personne-là. Souvent, la personne va démissionner pas longtemps après ou souvent, c'est un congédiement qui va survenir parce que la personne ne répondra plus aux attentes ou tout ça. Donc, c'est quand même des statistiques qui parlent quand même beaucoup, puis qui nous amènent à se questionner sur l'engagement dans un contexte de mixité générationnelle. C'est super essentiel pour justement maximiser le potentiel des différents groupes d'âge, mais aussi pour créer une culture organisationnelle qui va être dynamique, mais surtout innovante. Donc,
Voilà, c'était la petite mise en contexte. Sinon, les avantages là, justement de créer l'engagement là, au quotidien là, avec toutes les générations, dans un premier lieu, c'est de pouvoir avoir là, des employés au sein de l'organisation qu'on va appeler des employés ambassadeurs, ambassadrices. Donc, ces employés-là vont s'impliquer au-delà de ce qui leur est demandé dans leur travail, mais elles vont aussi s'identifier aux valeurs, vont parler positivement de l'organisation, que ce soit à leurs collègues, mais aussi aux futurs candidats et également là, à leur entourage, donc à l'extérieur des heures de travail. Ces personnes-là vont représenter dans toutes les sphères de leur vie l'organisation pour laquelle elles travaillent. Sinon, on va parler beaucoup de rétention, hein, donc un grand avantage, surtout en cette période là, de pénurie de main-d'œuvre. L'employé va se voir grandir à long terme dans l'organisation. Donc, pas seulement l'année prochaine, mais à plus long terme qu'1 an, 2 ans. Sinon, au niveau de l'efficacité, l'efficience, c'est sûr que l'employé là, qui est engagé au sein de l'organisation va être encore plus productive et va offrir un travail de qualité supérieure. Ça va être un acteur, une actrice clé dans la croissance et la rentabilité de l'organisation également. Sinon, le dernier avantage qu'on voulait vous présenter, c'était en lien avec le sentiment de bien-être. Dans le fond, les employés qui sont engagés au sein de leur organisation vont se sentir bien et savent également qu'ils ou elles ne pourraient pas se sentir mieux ailleurs. Donc, c'est un des éléments pour lesquels ils ou elles souhaitent rester au sein de l'organisation. Comment est-ce qu'on fait pour justement là, créer cet engagement-là, retenir les employés et tout ça? Bien, dans un premier temps, on parlait tantôt là, justement des nouvelles générations, puis que eux, leur rapport au travail, c'est surtout ce qu'ils souhaitaient, surtout, c'était d'avoir une expérience employée. Bien, de plus en plus, on va voir les organisations qui vont commencer à définir leur propre cycle de vie de l'employé pour justement offrir une expérience de choix à travers toutes les étapes clés du cycle de vie. Donc, le cycle de vie peut comprendre notamment l'arrivée en poste, l'accueil-intégration, après ça, les rencontres de rétroaction, tous les éléments clés d'une année complète du cycle de vie de l'employé vont être définis. Puis, c'est à ces moments-là qu'on va pouvoir déployer des actions et tout ça pour favoriser l'engagement. Sinon, une autre solution serait de favoriser le travail d'équipe et l'esprit de collaboration, hein, créer de réelles occasions d'échange à travers les différentes générations. Donc, l'engagement de ces employés-là peut aussi être renforcé en encourageant le partage de connaissances entre les différentes générations. Les employés plus âgés peuvent apporter leur expérience, leur savoir-faire, tandis que les employés un peu plus jeunes peuvent apporter une perspective un peu plus nouvelle et innovante. Sinon, vous l'avez mentionné aussi dans le chat là, au début du webinaire, là, ce qui est important ce qui est de plus en plus important là, dernièrement, c'est la flexibilité, l'inclusivité dans notre approche et surtout dans nos pratiques en ressources humaines, notamment au niveau de la rémunération, au niveau de la formation, du développement professionnel, de la rétroaction. Et finalement, de communiquer clairement notre approche, nos pratiques et tout ça. Et selon différents canaux de communication, hein, parce qu'on l'a vu au début, les différentes générations vont préférer là, des canaux de communication qui sont différents, donc de s'assurer d'être flexible là, à l'égard des préférences de chacun. Donc, maintenant, on arrive justement là, à la partie où est-ce qu'on souhaitait vous partager nos petits conseils. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la gestion multigénérationnelle dans les organisations? Je vais débuter par un premier conseil, dans le fond, qui est en lien direct là, avec le défi que je viens de mentionner par rapport à l'engagement. Donc, c'est évidemment de mobiliser l'ensemble de notre équipe à une diversité professionnelle. Donc, pour que le mélange intergénérationnel puisse fonctionner, l'organisation se doit de connaître et de maîtriser ce qui caractérise chacune des générations qui sont au sein de l'organisation. Pour ce faire, il y a plusieurs moyens là, qui peuvent être mis en place, notamment de renforcer l'esprit d'équipe à travailler avec des personnes ayant des âges différents et venant d'horizons qui sont différents.
de mettre en place aussi une politique RH qui favorise la gestion de la diversité. Quand on parle de gestion de la diversité, il y en a beaucoup qui vont parler de diversité culturelle, mais ce n'est pas que ça. Hein. Il y a plusieurs dimensions à la gestion de la diversité. Donc, de mettre en place cette politique-là et d'apprendre à propos de chaque diversité et d'être ouvert au niveau des changements qui pourraient survenir dans l'organisation. À toi, Guylaine. J'avais fermé mon micro pour ne pas déranger. Alors, le conseil numéro 2, c'est ce que je fais la moitié de ma semaine au moins, du mentorat. Donc, je vous dirais que moi, j'ai découvert... mais en fait, c'est comment je pourrais vous dire ça? C'est sûr que à l'âge que j'ai, à 52 ans, avec une trentaine d'années d'expérience derrière la cravate, c'est très valorisant pour moi d'accompagner les jeunes, d'accompagner des gestionnaires, des nouveaux gestionnaires. Mais en même temps, puis oui, ça répond à mon besoin de reconnaissance de mon expérience, puis la fierté de voir l'épanouissement des gens que j'accompagne. Je ne m'en cache pas, j'en tire un bénéfice là-dedans. Mais en même temps, j'ai découvert assez vite que j'avais aussi tellement besoin des jeunes. Puis, tu sais, les filles avec qui je travaille à Via Conseil le savent, là, puis je les fais bien rire parce que des fois, je pose des questions vraiment pas de rapport. Mais en même temps, je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont hyper scolarisés. Donc, ils arrivent avec beaucoup de connaissances, des compétences qu'en tout cas, moi, je n'ai pas. Alors, c'est sûr que j'ai beaucoup à apprendre d'eux, mais bien sûr, ça me demande de l'humilité puis de la patience qui vont être essentiels pour l'atteinte des résultats du mentorat, mais aussi bien moi à leur égard que l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des fois où, je ne comprends pas toujours vite. Donc, ça prend de la patience des deux côtés. Puis, la dame tantôt qui posait la question, Marie-Joëlle, comment on peut faire pour justement faire arrimer ces chocs de culture entre deux? Bien, je pense que ça peut être déjà un bon outil parce qu'il va y avoir une complicité qui peut se créer entre les générations. J'en aurais un autre truc tantôt. Conseil numéro 3, bien évidemment, on en a parlé un petit peu tantôt de la communication, c'est de mettre en place et de surtout maintenir une communication qui est ouverte. Il n'y a rien de mieux que de demander l'avis aux personnes concernées. Puis, justement, en créant ces possibilités d'échange-là, puis en créant des expériences, en étant ouvert et tout ça, bien, c'est sûr que ça va vous amener à un nouveau niveau d'innovation qui pourra qu'être bénéfique pour votre organisation. Donc, demandez l'avis de tous, c'est super important, peu importe la génération dans laquelle les gens se situent. Chaque personne a une opinion très intéressante. Le conseil numéro 4, mettre en place de saines stratégies de travail. Là, je parle surtout de brainstorm. Puis oui, des fois, c'est paniquant un peu parce que ça part dans toutes les directions, puis c'est pas tenable. Puis après, comment on fait pour gérer les attentes de tout ce monde-là? Mais en même temps, je pense que c'est aussi, comme tu as dit tantôt, Daphné, comme tu viens juste de le dire, avoir un espace de communication ouverte. Je pense que là, il y a l'importance de mettre un cadre autour de ces séances de brainstorm. Mais si les stratégies de travail sont partagées, décidées en groupe, je pense que ça peut faciliter, en tout cas, l'implantation de ces nouvelles stratégies de travail. Puis, on l'a bien vu de toute façon, hein, quand est arrivée l'histoire de pandémie, là, vous m'auriez demandé, moi, il y a 5 ans, qu'est-ce que tu penses, Guylaine, du télétravail? Puis je vous aurais dit non, moi, je veux rentrer au bureau tous les jours parce que je veux m'assurer d'avoir le contrôle sur les employés qui travaillent avec moi, puis je veux m'assurer, puis nanana, puis il y a du monde qui perd leur temps. Puis aujourd'hui, je vous dirais 3 ans plus tard que vous me demanderiez, Guylaine, ça te tente-tu de retourner travailler dans un environnement de travail standard, que je vous dirais non, oui, je suis super bien là où je suis, puis je ne suis pas la seule à le dire. Donc, il y a des fois, la vie nous force à changer un peu notre manière de travailler. Puis c'est à ce moment-là que la mixité des générations devient un levier hyper important pour les organisations parce que je pense que si on n'avait pas eu les jeunes pour nous aider à implanter le télétravail puis tous les outils qui vont autour, bien, les organisations n'auraient pas pu traverser, je pense, cette période difficile-là. Puis oui, de toute évidence, c'est clair qu'il faut par contre être honnête dans le sens où, quand vous allez mettre le cadre de travail autour de ces périodes de brainstorm,
ben, il va y en avoir des jeunes qui vont se demander s'ils vont vraiment être entendus, vraiment être écoutés, parce qu'il y a des fois où on demande l'opinion, mais que dans le fond, notre idée est faite. Donc, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté aussi, d'être vraiment ouvert d'esprit pour recevoir, puis pas avoir le réflexe trop rapide de dire on l'a déjà essayé puis ça n'a pas marché. Parce que si vous l'avez déjà essayé, ben, c'était peut-être avant la pandémie, le télétravail n'était pas une option, puis après la pandémie, c'est maintenant une manière de faire. Alors voilà. Bien dit. Conseil numéro 5, ce qu'on voulait vous proposer comme conseil, c'était vraiment d'éviter d'adhérer aux stéréotypes intergénérationnels. Au début du webinaire, on vous a présenté là, à haut niveau là, les différentes tendances de chaque génération, mais pour faire le portrait, mais il existe une multitude de stéréotypes. Puis encore aujourd'hui, ben, il y a plusieurs personnes, il y a encore plusieurs organisations qui adhèrent à ces stéréotypes-là. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est qu'en étant ouvert, flexible, exempt de jugement, ça allait améliorer là, justement la gestion multigénérationnelle dans les organisations. Puis par stéréotype, là, il y en existe tout plein, mais un qui existe là, puis qu'on entend quand même assez souvent, c'est que la capacité d'apprendre des travailleurs plus jeunes est supérieure à celle des travailleurs plus âgés, alors que c'est complètement faux. Parce que quand le contexte du travail est adapté, quand les conditions d'emploi dans lesquelles les tâches sont effectuées sont adaptées, bien, une personne peut apprendre puis se développer durant toute sa carrière, et ce, peu importe l'âge et la génération dans laquelle la personne se situe. Donc, c'est simplement d'adapter et d'user de flexibilité au niveau du travail. Donc, il faut essayer là, d'éviter là, d'adhérer à ces stéréotypes-là pour essayer d'être un peu plus flexible dans nos façons de faire. Et finalement, notre 6e conseil du jour est le dernier, je pense, hein, Daphné? Je pense qu'il est Oui. prêt. Tu sais, ça fait 1 heure à peu près là, qu'on vous parle de la gestion multigénérationnelle comme c'était la 8e merveille du monde. Là. Je suis bien consciente que c'est pas si évident. Donc, c'est certain que ça va amener des défis. Puis mon conseil, ben, c'est de gérer un à la fois. C'est sûr que je vous ai dit en début de présentation que j'étais une médiatrice accréditée. Donc, ce que je vous dirais, c'est laissez-les pas traîner, ces conflits-là ou ces différends-là. Parce qu'en fait, ben, c'est démontré là, que ça ne se réglera pas tout seul. Tu sais, l'espèce d'expression de dire le temps va arranger les choses, là. En tout cas, mon expérience vous dirait que ce n'est pas toujours vrai, puis même c'est plutôt l'inverse. Donc, encore pour vous, madame, qui avait posé la question tantôt, je vous dirais que si vous sentez des tensions dans votre équipe, prenez le temps d'aller vous asseoir avec les gens pour essayer de voir comment on peut faire pour répondre aux besoins de ces personnes-là. Pourquoi il y a de la résistance? Est-ce que c'est parce qu'elle ne comprend pas bien son rôle? Est-ce que c'est parce qu'elle est insatisfaite? Est-ce que c'est parce qu'il y a de la frustration qui s'est accumulée parce qu'elle a l'impression qu'il y a de l'iniquité dans l'organisation? Si vous prenez le temps d'aller les rencontrer et de bien comprendre les besoins, bien, probablement que vous allez aussi être en mesure de trouver une espèce d'équilibre entre les volontés de l'un et les besoins de l'autre. Puis, vous, de votre côté, gestionnaire, bien, vous allez faire la démonstration que vous êtes assis sur la bonne chaise. Donc, de laisser le temps noircir une équipe de travail, noircir un climat de travail, bien, dites-vous que ça a un impact direct aussi sur l'effritement de votre leadership. Donc, votre pouvoir, c'est pour ça que j'ai écrit ça, j'ai écrit le pouvoir. Le pouvoir, il est, oui, c'est vous qui êtes sur la chaise du décideur, mais le pouvoir, il est partagé dans le sens où c'est pas vous qui êtes en plein contrôle du climat de travail et votre impact aura une incidence directe finalement sur ce climat de travail-là. Puis finalement, bien, tous les coûts évités aussi. Tantôt, Daphné parlait du désengagement d'un employé, bien, tout le temps perdu, c'est de l'argent. Si ça dégénère, bien, encore là, ça coûte de l'argent. Donc, il y a un coût rattaché à ça qui est autant un coût en temps qu'un coût en argent, qu'un coût en énergie humaine aussi dépensée. Donc, si vous aviez un conseil à retenir aujourd'hui, c'est de vous dire que le pire ennemi d'un conflit, c'est le temps. Alors, il faut prendre le taureau par les cornes puis y faire face.
Finalement, pour conclure, dans le fond, ce webinaire, dans le fond, on voulait faire un petit rappel et surtout vous présenter qu'est-ce qui pourrait se passer pour la suite. Dans le fond, avec les recherches qu'on a entreprises là, pour monter ce webinaire-là, on a réalisé que les données démographiques indiquent que les personnes vont continuer à travailler avec des personnes de tous genres. Donc, toutes les générations vont continuer à travailler ensemble, puis il va falloir trouver un terrain d'entente et s'efforcer d'atteindre des objectifs qui sont communs. La plupart des études démontrent aussi que la majorité des gens considèrent la diversité des générations sur les lieux de travail comme étant un élément très, très positif. Hein. Comme vous l'avez vu, là, comme Guylaine l'a dit tantôt, ça fait 1 heure là, qu'on vous vante les bienfaits de la gestion multigénérationnelle, mais selon les études, c'est perçu comme étant très positif aussi aux yeux des gens. Mais puisque ça peut nous exposer à certains défis, ça peut nous exposer à certains défis, mais au-delà de ces défis-là, les travailleurs, les travailleuses accordent beaucoup d'importance aux mêmes aspects du travail. C'est ce qu'on a réalisé, dans le fond. Il y a un fil conducteur, dans le fond, qui s'est créé entre les générations, simplement que les aspects, l'importance accordée à ces aspects du travail-là est dans un ordre de priorité qui est différent pour aussi des raisons différentes. Donc, on voulait vous présenter les aspects pour lesquels les générations accordaient, dans le fond, cette importance-là. On vous en a nommé 4. Dans le fond, le premier étant le choix et le contrôle. Dans le fond, toutes les générations souhaitent à un moment ou à un autre bénéficier d'un travail qui est flexible pour leur permettre un plus grand choix et un meilleur contrôle sur le moment, le lieu et la manière dont ils travaillent. Donc, c'est un peu comme ce qu'on disait tantôt, le travail flexible, l'autonomie, le télétravail, etc. Sinon, toutes les générations accordent de l'importance à la reconnaissance ainsi qu'à l'appréciation. Donc, les personnes qui sont en emploi dans les organisations veulent la reconnaissance, mais surtout du respect. Puis, c'est ainsi pour chaque génération. On peut s'assurer, dans le fond, d'offrir de l'appréciation à la fois par des processus de rétroaction, donc un programme de rétroaction qui est clairement défini, communiqué auprès de son équipe, ou par la reconnaissance informelle, dans le fond, de la reconnaissance là, sporadique ici et là, de souligner les bons coups de chaque personne, ou par des programmes de récompense qui peuvent être monétaires ou non monétaires. Sinon, toutes les générations aussi vont accorder de l'importance à la sécurité ainsi qu'à la valeur. Donc, les personnes veulent un sentiment d'équité, tant au niveau de leur salaire que dans leur expérience employée. La principale raison de départ d'un employé est souvent lorsqu'il ou elle a le sentiment que le lieu de travail n'est pas équitable. Donc, c'est super important de faire attention à cet élément-là. Donc, les gens souhaitent avoir une équité au niveau de la progression dans le travail, donc au niveau du développement professionnel. Au niveau de la progression salariale, hein, on souhaite que les outils de rémunération, la structure salariale soient équitables. On veut pouvoir bénéficier d'avantages intéressants pour l'avenir aussi, mais on souhaite que ces avantages-là soient équitables à l'égard de toutes les personnes qui travaillent au sein de l'organisation. Daphné, j'aimerais ça juste rajouter un petit truc là-dessus. J'entends les gestionnaires avec qui je travaille qui vont dire oui, mais en même temps, on ne peut pas demander la confidentialité parce que ça n'existe plus, la confidentialité des organisations. Comme on l'a vu tantôt dans le chat, les jeunes, ils s'échangent le salaire, puis tout le monde se compare, puis nanana. Donc, de là, l'importance, je pense, de clarifier ça, d'avoir des règles claires, communes à tout le monde. Parce que même si vous dites, je te donne un salaire, puis c'est confidentiel, puis nanana, c'est sûr qu'ils vont s'échanger l'information. Fait que sachons-le, c'est plus comme, du temps de mon père où personne parlait d'argent, là, ça se passe plus comme ça. Donc, je pense qu'il faut être conscient de ce changement aussi dans l'organisation. Tout à fait. Et finalement, dans le fond, toutes les générations vont accorder de l'importance au fait du souhait d'avoir un avenir qui est prometteur. Donc, tout ce qui est en lien avec les possibilités de développement professionnel sont un aspect essentiel du travail que toutes les générations souhaitent pouvoir bénéficier. Les personnes veulent savoir qu'elles sont importantes aux yeux de l'organisation et veulent voir aussi que leur organisation croît et investit en elles. Donc, dans le fond, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que chaque âge et chaque stade de la vie a ses particularités. Mais c'est la mesure dans laquelle les travailleurs et les travailleuses ont des besoins et des priorités communs qu'il faut retenir de tout ça.
Donc, j'espère que ce webinaire vous a plu. J'espère que ça vous a apporté peut-être des petites pistes de réflexion pour le futur, puis pour vos pratiques, vos processus RH au sein de votre organisation. Si vous avez des questions, on va rester disponible là, pour vous pour y répondre. Sinon, dans le fond, comme je l'ai mentionné au départ, le contenu qu'on vous a partagé aujourd'hui vous sera envoyé par courriel. Puis, il y a nos adresses courriel, nos informations là, à la fin de la présentation. Donc, si vous préférez là, communiquer avec nous en privé, vous pourrez là, nous envoyer un petit courriel. Ça va nous faire plaisir de vous aider, de vous répondre. Si ça vous tente de réécouter le webinaire, il sera disponible sur la chaîne YouTube. Et voilà, donc je vais arrêter.